Il m'appelait souvent la honte de la famille, le fantôme du banquet, celle qu'on préfère oublier quand on dresse la table des invités de marque. Pendant que mon frère Amaury, le prince héritier autoproclamé, exhibait ses montres Rolex rutilantes et racontait ses récits de voyages 5 étoiles payés avec des cartes de crédit dont il ne payait jamais le solde, j'étais la fille invisible. J'étais celle qui découpait méticuleusement des bons de réduction dans la cuisine pour économiser 30 centimes sur la lessive, celle qui récupérait l'eau de pluie pour arroser ses plantes. Il riait de mon téléphone à l'écran brisé, il se moquait de mes vêtements usés qu'il jugeait indignes de notre rang social. Mais ce qu'ils ignoraient, enfermés dans leur bulle de vanité dorée, c'est que ce téléphone que mon frère qualifiait d'épave technologique détenait la clé numérique d'un empire financier personnel de 14 millions d'euros. Et cette nuit de Noël, quand la vérité a éclaté comme une bombe au milieu du foie gras, leurs rires condescendants se sont éteints pour laisser place au silence le plus effrayant, le plus lourd et le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans les détails de ce dîner de Noël catastrophique qui a changé ma vie à jamais, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous écoutez cette histoire incroyable mais vraie. Écrivez le nom de votre ville ou de votre pays et l'heure qu'il est chez vous dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de voir à quel point notre communauté est vaste et diversifiée. Maintenant, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, et remontons le temps jusqu'à cette nuit fatidique de décembre. Je m'appelle Bertille, j'ai 32 ans, et ce soir-là, le 24 décembre, j'étais assise dans l'habitacle glacé de ma vieille Peugeot 206 de l'année 2005. Le moteur venait de s'éteindre avec un dernier soubresaut, un râle mécanique, comme s'il était lui-même épuisé par le trajet depuis Paris. J'essayais désespérément de calmer les battements frénétiques de mon cœur qui résonnaient dans mes tempes comme un tambour de guerre. De l'autre côté du pare-brise couvert d'une fine couche de givre, l'air glacial de décembre enveloppait Saint-Germain-en-Laye, cette banlieue huppée, historique et silencieuse de l'ouest parisien où mes parents avaient élu domicile il y a 30 ans. Ils avaient choisi cet endroit non pas pour son charme, mais pour son adresse. Pour paraître au-dessus de la mêlée, pour dire « j'habite à Saint-Germain ». La maison de mes parents se dressait devant moi, imposante, massive, tel un château fort de vanité bourgeoise. C'était une bâtisse ancienne, aux murs de pierre meulière recouverts de lierre grimpant qui semblait vouloir étouffer la structure. Elle était protégée par un portail en fer forgé aux volutes complexes et menaçantes, fraîchement repeint en noir. Elle était belle, certes, d'une beauté architecturale indéniable, digne d'une carte postale, mais d'une beauté froide, calculée, sans âme. Il n'y avait pas de guirlandes joyeuses, seulement des éclairages LED discrets et coûteux qui mettaient en valeur la façade. Garée juste devant l'entrée principale, comme un trône moderne et arrogant, se trouvait la Tesla Model S noir flambant neuf d'Amaury, mon frère aîné. Elle brillait sous la lumière jaune des lampadaires de la rue, arrogante et silencieuse, occupant tout l'espace disponible, forçant ma petite voiture grise, cabossée et bruyante, à se garer en retrait. J'avais dû manœuvrer pour me mettre à moitié dans les buissons de tuyas mal taillés, près des poubelles vertes de la voirie qui attendaient le ramassage du lendemain. Cette image, à elle seule, résumait parfaitement ma place dans la hiérarchie de cette famille, une existence périphérique, une honte qu'il fallait cacher aux yeux des voisins, quelque chose que l'on tolérait par obligation sanguine mais que l'on ne souhaitait pas voir. Je suis restée assise là un long moment, les mains crispées sur le volant dont le cuir synthétique s'effritait sous mes paumes moites. Je regardais la fumée blanche de ma respiration se condenser dans l'air froid de l'habitacle. Pourquoi étais-je venue ? Pourquoi m'infliger cela chaque année ? C'était une question rituelle, une torture mentale que je m'imposais. La réponse était toujours la même, la culpabilité. Cette vieille amie toxique que ma mère, Jocelyne, avait implantée en moi dès le berceau. Si je ne venais pas, je serais la fille ingrate, le monstre qui abandonne ses vieux parents le soir de Noël. Si je venais, j'étais la ratée, le paillasson sur lequel ils essuyaient leur frustration de l'année. Il n'y avait pas de bonne issue, seulement le choix du moindre mal. J'ai fini par sortir de la voiture. Le froid mordant de la nuit a immédiatement traversé mes vêtements, me faisant frissonner jusqu'aux os. J'ai ouvert la portière arrière et saisi mon panier en osier, contenant les cadeaux que j'avais mis une semaine entière à préparer. J'ai marché jusqu'au perron, le gravier crissant sous mes bottines usées. J'ai sonné. Le carillon a retenti à l'intérieur, grave et solennel, comme le glas d'une église annonçant un enterrement plutôt qu'une fête. Quelques secondes plus tard,
la lourde porte en chêne massif s'est ouverte. Ma mère se tenait là, encadrée par la lumière dorée du hall d'entrée. Elle était magnifique, comme toujours, d'une beauté glaciale et intimidante. Elle portait une robe en soie vert émeraude qui soulignait sa silhouette encore svelte pour ses 62 ans, fruit de régime draconien et de séances de pilates coûteuses. À son cou brillait un collier de perles de culture que je savais qu'elle avait forcé mon père à acheter pour leur 40e anniversaire de mariage, alors même qu'ils avaient dû repousser la réparation urgente de la toiture qui fuyait faute de liquidités disponibles. « Oh, Bertie, dit-elle. » Ce n'était pas un salut. Ce n'était pas une exclamation de joie. C'était un soupir. Un long soupir de déception pure, comme si ma simple présence gâchait la perfection visuelle de sa soirée. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas souri. Au lieu de cela, sa main manucurée, aux ongles peints d'un rouge sanglant, a survolé mon épaule gauche. Elle a effectué ce geste familier et cruel que je détestais plus que tout au monde. Elle a épousseté une poussière imaginaire sur mon pull, comme si j'apportais la saleté et la contamination du monde extérieur, du monde réel, dans son sanctuaire immaculé. « Tu portes encore ce vieux truc de tes années fac ?» demanda-t-elle, sa voix traînant sur les syllabes avec un dégoût mal dissimulé. Ses yeux me scannaient de la tête aux pieds avec une précision chirurgicale, cherchant la moindre faille, le moindre défaut, le moindre fil qui dépasse. « Tu as le teint gris, ma pauvre fille. On dirait le ciel de Paris en novembre. Tu aurais au moins pu mettre un peu de rouge à lèvres, faire un effort pour ton père. Tante Armelle sera là ce soir, et tu sais comment elle est critique. »« Bonsoir maman, joyeux Noël à toi aussi, répondis-je, m'efforçant de garder une voix neutre, dépourvue de l'agacement qui montait en moi comme une marée. J'ai tendu mon panier vers elle, espérant détourner son attention de mon apparence. J'ai apporté de la confiture d'orange, j'ai passé le week-end à la faire. Elle jeta un coup d'œil rapide au panier comme s'il contenait du linge sale ou des déchets radioactifs. Pose ça à la cuisine, par terre, dans le coin près de la poubelle. Ne le mets surtout pas sur la table basse du salon, ça jurerait avec ma décoration or et argent de cette année. Et essuie bien tes chaussures, je ne veux pas de boue sur mon marbre italien. J'ai avalé ma salive, ravalant la boule d'humiliation qui se formait dans ma gorge, et je suis entré dans le hall au sol de marbre glacé. L'odeur des bougies parfumées au bois de santal et à la cannelle se mélangeait à celle de la dinde rôtie qui cuisait dans le four, créant une atmosphère olfactive qui aurait dû être chaleureuse, mais qui ne l'était pas. C'était une odeur de mise en scène, pas une odeur de foyer. Dans le salon, des rires masculins et forts résonnaient. Mon père, Rodolphe, et Amaury étaient installés dans les profonds fauteuils en cuir Chesterfield, des verres de cognac ambrés à la main. Le feu crépitait dans la grande cheminée de pierre, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de tableaux de chasse et de trophées que mon père avait achetés aux enchères pour se donner un genre aristocratique. Ah, l'enfant prodigue est de retour, lança mon père sans même tourner la tête, ses yeux rivés sur l'écran géant qui diffusait les nouvelles boursières en continu. Ta voiture a encore laissé des taches d'huile sur mes pavés ? J'espère que tu t'es garé loin cette fois. Le jardinier s'est plaint la dernière fois. Amaury ricana, faisant tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. Il portait un costume italien sur mesure bleu nuit, les cheveux gominés en arrière, l'image même du jeune cadre dynamique et arrogant. Allons papa, sois indulgent. Bertie est écolo, c'est la mode. C'est du vintage, n'est-ce pas petite sœur ? Ou alors c'est parce que tu n'as pas vendu assez de vieux bouquins poussiéreux ce mois-ci pour payer le garagiste ? Il pensait toujours que je travaillais à temps partiel dans une librairie d'occasion du quartier latin et que je vivotais grâce à des petits boulots de saisie informatique sur Internet. C'était l'histoire que je leur avais laissé croire, car elle confortait leurs préjugés et me protégeait de leur cupidité. Ils n'avaient jamais posé de questions, jamais cherché à creuser. Et je ne les avais jamais corrigés. Je vais bien, merci de t'en inquiéter, Amaury, dis-je en posant mon panier dans un coin sombre du salon, derrière une plante verte, comme on cache un secret honteux. Et ma voiture roule très bien, elle est fiable, contrairement à certaines choses qui brillent trop. Ma présence sembla instantanément baisser la luminosité de la pièce. Je me suis réfugiée dans un fauteuil isolé, loin de la chaleur du feu, devenant la spectatrice involontaire de la pièce de théâtre grandiloquente de ma propre famille. L'atmosphère du salon changea brusquement. L'air fut soudain saturé par le parfum entêtant, sucré et hors de prix de Sixtine,
ma belle-sœur. Elle venait de faire son entrée en descendant le grand escalier comme une star de cinéma montant les marches du Festival de Cannes. Elle portait une robe rouge vif, fendue jusqu'à la cuisse, dévoilant ses jambes bronzées au UV artificiel. Ses mains scintillaient sous les bagues en diamants et saphirs que je soupçonnais Amaury d'avoir acheté à crédit le mois dernier pour maintenir les apparences d'un couple à succès. « Bertille! Tu es là !» s'exclama Sixtine avec une fausseté théâtrale qui me donna presque la nausée. Elle s'approcha pour me faire la bise, s'arrêtant à quelques millimètres de ma joue pour ne pas abîmer son fond de teint épais comme du plâtre. « J'ai vu ton véhicule dehors. Mon Dieu, tu n'as pas peur que ça explose sur l'autoroute ? J'ai lu un article terrifiant l'autre jour dans Vogue disant que les voitures de plus de 10 ans sont de véritables cercueils roulants. Tu es courageuse ou totalement inconsciente. Elle m'emmène d'un point A à un point B, Sixtine, c'est tout ce que je lui demande, répondis-je avec un mince sourire poli, retenant une réplique cinglante sur la consommation énergétique de son mode de vie. L'heure des cadeaux a toujours été une torture psychologique pour moi, un moment où la valeur de l'amour se mesurait en euros et en étiquettes de marque visible. Sous le sapin de 3 mètres, décoré de boules en cristal Swarovski et de guirlandes lumineuses dernier cri, s'entassaient des paquets emballés de papier doré, argenté et rouge métallique. Mes cadeaux, enveloppés dans du papier craft recyclé brun et attachés avec de la ficelle de jute naturelle, semblaient être des intrus. Amaury ouvrit le bal, comme toujours, avide d'être le centre de l'attention. Il se leva, bombant le torse, ajusta sa cravate en soie et tendit solennellement une enveloppe épaisse couleur crème à nos parents. Pour vous, mes chers parents. Un séjour, tout inclus, au spa des Célestins à Vichy. Suite royale, soins illimités, massage aux pierres chaudes, bain de boue, la totale. Vous le méritez amplement après cette année difficile. Ma mère poussa un petit cri aigu de joie, presque hystérique, se jetant au cou d'Amaury comme une adolescente amoureuse. Oh mon fils! Mon chéri! Tu es fou, c'est hors de prix. C'est merveilleux. Enfin quelqu'un qui comprend ce dont j'ai besoin. Regarde Rodolphe, notre fils est un prince. Rien n'est trop beau pour vous, maman, dit Amaury avec un clin d'œil charmeur vers mon père. Mais j'aperçus un détail que personne d'autre ne remarqua, son pouce frottait nerveusement la paume de son autre main derrière son dos. C'était un tic qu'il avait depuis l'enfance, un signe infaillible qu'il mentait ou qu'il était terrifié. Je me demandais quelle carte de crédit avait été sacrifiée pour ce geste grandiose, ou pire, à qui il avait emprunté cet argent à des taux usuraires. Puis, ce fut mon tour. Le silence se fit plus lourd, plus pesant. J'ai pris mon panier en osier, sortant le pot de confiture orange ambrée qui captait la lumière, les sachets de biscuits et l'écharpe bleu marine. « Papa, j'ai tricoté ça pour toi, dis-je en lui tendant l'écharpe. C'est de la laine mérinos d'Arles, très chaude pour tes promenades matinales en forêt. J'y ai passé mes soirées d'automne, maille après maille. Maman, cette confiture est allégée en sucre, c'est ma recette spéciale avec une pointe de cardamome, bonne pour ton cœur et ta ligne. » Un silence gêné, presque palpable, tomba sur la pièce. On entendait le crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge comtoise. Tante Armelle, assise dans l'ombre d'un lampadaire avec son verre de vin, émit un petit rire sec, comme du bois mort qui craque sous le pied. « C'est mignon, dit-elle avec un sourire en coin. On dirait les cadeaux que font les enfants à l'école primaire pour la fête des mères avec des bouts de ficelle et de la colle. C'est touchant de naïveté. À 32 ans, c'est original. » Sixtine saisit le pot de confiture avec 2 doigts, le faisant tourner sous la lumière du lustre en cristal pour l'inspecter comme s'il s'agissait d'un objet suspect. « Bertille, chérie, je ne veux pas être impolie, je sais que tu as fait de ton mieux, mais as-tu bien stérilisé le pot ? Tu sais, avec toutes les bactéries qui traînent, le botulisme, tout ça. Moi je ne mange que du certifié bio et contrôlé en laboratoire. On n'est jamais trop prudent avec la santé. C'est propre, Sixtine, dis-je, sentant mes joues chauffer de honte et de colère mêlées. J'ai stérilisé les pots à l'eau bouillante pendant 30 minutes. Et les oranges viennent directement d'un producteur bio en Sicile que je connais personnellement. Mon père souleva l'écharpe du bout des doigts, ne prit même pas la peine de l'essayer autour de son cou, et la reposa négligemment sur l'accoudoir du canapé. Merci, ma fille. C'est l'intention qui compte, comme on dit. Mais la prochaine fois,
Ne perds pas ton temps précieux avec du tricot. Nous ne sommes pas au 19e siècle. Utilise ce temps pour trouver un vrai travail, ce serait un meilleur cadeau pour nous, une vraie fierté. La phrase de mon père fut comme une aiguille à tricoter plantée droit dans mon cœur. Je me suis revue à 10 ans, tendant un dessin à ma mère, qu'elle avait jeté le lendemain parce qu'il encombrait le comptoir de la cuisine. Ce sentiment de rejet, vieux de 2 décennies, était toujours aussi vif, aussi douloureux. Il ne rejetait pas mes cadeaux, il me rejetait, moi. Allez, passons à table, ordonna mon père en se levant, coupant court à la conversation. Ne laissons pas les états d'âme et la médiocrité de Bertie gâcher ce bon vin et ce repas de fête. Nous sommes passés dans la salle à manger. Elle étincelait sous la lumière crue des lustres à pampilles. La nappe blanche en damassé était immaculée, l'argenterie de famille brillait, prête à attaquer le festin. En entrée, le menu annonçait fièrement foie gras mi-cuit du Périgord et ses toasts de brioche tiède, accompagnés d'un confit d'oignon au cassis. Je pris ma place habituelle au bout de la table, près de la porte de la cuisine, celle où l'on met généralement les enfants turbulents ou les invités de seconde zone que l'on veut oublier. Tante Armelle s'assit juste en face de moi, ses yeux plissés derrière ses lunettes à monture d'écaille épaisse me fixant comme un rapace prêt à fondre sur sa proie. Alors, Bertille, commença-t-elle sans préambule, sa voix coupante comme un rasoir mal aiguisé. Mon fils, Jean-Pierre, tu te souviens de lui? Il vient d'être promu directeur régional chez Total. Il s'est acheté une BMW X5 neuve, toute option. Et toi? Quand comptes-tu te débarrasser de ton épave? Je te jure, chaque fois que je la vois garée devant la maison, j'ai peur qu'elle fasse baisser la valeur immobilière de tout le quartier. Les voisins vont finir par porter plainte pour pollution visuelle. La table entière éclata de rire, un rire gras et complice. Ma mère tamponna délicatement le coin de sa bouche avec sa serviette en tissu, cachant un sourire satisfait. Armelle a raison, même si elle est un peu directe. Combien de fois je te l'ai dit, Bertille? L'image, c'est tout dans ce monde. Tu conduis cette voiture, tu portes ces vêtements de pauvresse, les gens jugent toute la famille à travers toi. Je me demande parfois si tu n'es pas radine au point de voler du papier toilette au travail pour ne pas avoir à en acheter. Les rires redoublèrent, plus forts, plus cruels. Amaury tapa du poing sur la table, hilar, les larmes aux yeux. C'est sûr. Elle appelle ça l'optimisation des ressources, pas vrai Bertille? Elle doit sûrement récupérer les sachets de thé usagés pour en faire une deuxième tasse. Je piquai ma fourchette dans le foie gras, fixant mon assiette pour ne pas croiser leur regard moqueur. Je ne vole rien, maman. Je ne suis pas radine. Je ne vois juste pas l'intérêt de dépenser de l'argent durement gagné pour impressionner des gens que je n'aime pas et qui ne m'aiment pas en retour. C'est une question de priorité. C'est une mentalité de perdant, une mentalité de pauvre, trancha mon père, versant généreusement du vin rouge grand cru dans le verre d'Amaury. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Il faut montrer qu'on en a. C'est la base du business. Mais tu ne peux pas comprendre ça avec tes petits livres d'occasion. Soudain, Sixtine prit la parole, brisant la dynamique de l'attaque collective, non pas par gentillesse, mais par pure vanité. Elle sortit son téléphone, faisant défiler l'écran avec son ongle manucuré et pailleté. En parlant d'économie intelligente, vous savez, j'ai eu ce foie gras à un prix incroyable grâce à cette nouvelle application géniale que tout le monde s'arrache. Elle s'appelle le panier malin. Vous connaissez? Mon cœur rata un battement. Le morceau de brioche se bloqua dans ma gorge. Je levai lentement les yeux vers Sixtine, incrédule. Ah, l'appli dont tout le monde parle aux infos, demanda tante Armelle, soudain intéressée. Jean-Pierre l'utilise aussi. Il dit que ça compare les prix des supermarchés en temps réel et trouve les produits frais en date courte avec des rabais énormes. Il économise des centaines d'euros par mois grâce à ça. C'est révolutionnaire. Exactement, s'enthousiasma Sixtine, ravie d'être au centre de la conversation. L'interface est tellement intelligente, tellement fluide. Ça ne fait pas que comparer, ça te donne des recettes gastronomiques avec ce que tu achètes. J'ai entendu dire que l'algorithme a été développé par un génie anonyme de la Silicon Valley. C'est forcément une équipe d'ingénieurs américains, ou peut-être des Japonais, pour faire un truc pareil. C'est trop sophistiqué pour être français. Mon père hocha la tête,
prenant son air d'expert géopolitique. C'est évident. Nous, les Français, on est bon pour le luxe et le vin, mais on n'a pas ce genre de vision technologique. Il faut une mentalité globale, ambitieuse, une vision à 360 degrés. Pas comme ces petits freelances qui bricolent dans leur coin en France. Il faut des capitaux, de l'audace. Il me lança un regard en biais, lourd de sous-entendus méprisants. Je baissai la tête pour cacher le sourire qui naissait sur mes lèvres malgré moi. Un sourire amer, tremblant, mais teinté d'une satisfaction sombre et profonde. Ils encensaient le panier malin. Ils encensaient mon bébé. Ils m'encensaient, moi, la ratée, la honte de la famille. J'avais écrit les premières lignes de code de cette application il y a 5 ans, dans ce studio de 20 mètres carrés qu'ils appelaient le taudis. J'avais passé des nuits blanches à optimiser l'algorithme de scrapping, à corriger les bugs serveurs pendant qu'Amaury claquait l'argent de papa dans les boîtes de nuit parisiennes. J'étais la fondatrice, la PDG, et l'architecte en chef. J'avais tout construit de mes mains, sans leur aide, sans leur argent. Mais je ne leur avais jamais dit. Pourquoi le faire? Pour qu'ils rient de mon idée quand elle ne valait rien? Pour qu'ils me disent que c'était voué à l'échec? Ou pour qu'ils réclament leur part du gâteau maintenant qu'elle valait de l'or? Chers auditeurs, faisons une pause ici, car c'est un moment crucial. Si vous étiez à ma place assis à cette table, insulté par votre propre famille qui loue ensuite votre création sans savoir que c'est la vôtre, que feriez-vous? Auriez-vous crié « c'est moi » tout de suite pour clouer le bec à tout le monde et savourer leur choc? Ou auriez-vous, comme moi, attendu le moment parfait, le moment fatal, pour frapper? Quelle est votre stratégie? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieuse de vous lire. Revenons à ce dîner surréaliste. L'ironie n'était pas encore à son comble. Amaury, le roi de la dette cachée, se mit à pontifier, la bouche pleine. Tu vois Bertille, tu devrais prendre exemple sur ces gens-là. Créer un produit utile, qui a de la valeur. Au lieu de tes petits projets sans avenir. Je pense même contacter les fondateurs de cette appli via LinkedIn pour leur proposer un partenariat exclusif avec mon projet métavers. Imaginez le potentiel. Qui sait? Ils pourraient être intéressés par ma vision. Je bus une gorgée d'eau pour faire passer l'envie de rire nerveusement. Bonne chance, Amaury. J'ai entendu dire que la fondatrice était une femme très sélective, très dure en affaires, et qu'elle détestait les projets vides de sens et les opportunistes. Amaury me foudroya du regard, sa fourchette en l'air, prêt à répliquer une méchanceté, quand soudain la musique de Noël qui venait du salon se coupa net, laissant un silence gênant. Merde, plus de batterie, grogna Amaury en jetant son iPhone 14 Pro Max sur la nappe blanche. C'était ma playlist préférée, j'avais mis des semaines à la faire. Quelqu'un a un téléphone pour se connecter à l'enceinte Bluetooth? J'ai oublié mon chargeur dans la voiture et j'ai la flemme d'y aller. Il regarda autour de lui. Les téléphones de nos parents étaient en charge dans le bureau, loin. Sixtine était occupée à poster sa photo de foie gras sur Instagram et refusait de céder son appareil. Son regard tomba sur le buffet en chêne, près de l'entrée du salon, où quelqu'un, probablement la femme de ménage, avait déposé mon téléphone. « Passe-moi ta brique, Bertille, » dit Amaury, se levant pour le prendre sans même attendre ma réponse, comme si tout ce qui était à moi lui appartenait de droit. Espérons que ce truc préhistorique puisse faire tourner Spotify sans exploser ou prendre feu. Ça a le Bluetooth au moins? Amaury, non. Comment sais-je, sentant une bouffée de panique me saisir. Je voulais me lever, lui arracher des mains. Assieds-toi, siffla tante Armelle en me retenant le bras avec une force surprenante. Laisse ton frère mettre de la musique. Ne sois pas si égoïste pour une fois. Tu ne vas pas mourir si on utilise ton précieux téléphone pendant 1 heure. Je me rassis, le cœur battant à tout rompre, le souffle court. Ce n'était pas que j'avais quelque chose de honteux à cacher, comme des photos compromettantes. C'était pire. Bien pire. J'avais laissé mes notifications bancaires professionnelles actives pour surveiller les flux de fin d'année, car la vente de mes parts était en cours de finalisation cette semaine-là. Amaury tenait mon téléphone du bout des doigts, avec un dégoût visible, comme s'il touchait un rat mort. Il appuya sur le bouton latéral pour réveiller l'écran. Et à cet instant précis, le destin a frappé. Ding.
Un son de notification, clair, cristallin et puissant, fendit l'air silencieux de la salle à manger. L'écran s'illumina, projetant une lumière blanche sur le visage d'Amaury. Il plissa les yeux, agacé. Il allait balayer la notification pour déverrouiller l'appareil, mais son pouce se figea en plein mouvement. Il cligna des yeux. Une fois. 2 fois. Il se frotta les paupières comme s'il avait une hallucination due à l'alcool. Son visage, rougeaud à cause du vin et de la chaleur, devint soudainement blanc comme un linge, blanc comme la nappe, blanc comme la mort. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il ressemblait à une statue de cire qui commençait à fondre. Le temps sembla se figer dans la salle à manger. Le cliquetis des fourchettes s'arrêta net. Même mon père cessa de mâcher. Tout le monde avait remarqué le changement brutal et terrifiant d'attitude d'Amaury. Il restait là, debout près du buffet, pétrifié, tenant mon téléphone poubelle, comme s'il s'agissait d'une bombe nucléaire à retardement dont le compte à rebours venait d'atteindre 0. Amaury, appela ma mère, une pointe d'inquiétude réelle perçant dans sa voix mondaine. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Une mauvaise nouvelle aux infos? Un attentat? Qu'est-ce qui se passe? Amaury ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il leva lentement la tête, comme un automate rouillé. Son regard, lorsqu'il croisa le mien à travers la pièce, n'était plus empreint de ce mépris habituel. C'était un regard de confusion totale, de terreur absolue, et d'incompréhension cosmique. Sa pomme d'Adam tressauta violemment alors qu'il essayait de déglutir. 14. Murmura-t-il, la voix étranglée, si basse qu'on pouvait à peine l'entendre. 14 millions? De quoi tu parles? Aboya mon père, impatient et agacé par ce drame inutile. 14 millions de quoi? De virus sur son téléphone? De points de fidélité au supermarché? Parle distinctement. Amaury déglutit péniblement, un bruit humide dans le silence. Ses mains tremblaient si fort que j'eus peur qu'il ne laisse tomber l'appareil sur le carrelage. Il traversa la pièce comme un somnambule et tourna lentement l'écran vers mon père, comme on présente une preuve irréfutable au tribunal, l'arme du crime. Papa, regarde. Regarde le solde. C'est impossible. Mon père ajusta ses lunettes de lecture en or, se pencha en avant, plissant les yeux avec scepticisme. Sur l'écran de verrouillage, la notification de la BNP Paribas Banque Privée, service grand compte brillait, insolente, magnifique, contestable. Alerte transaction, crédit entrant, plus 12,5 cents 000,00 € motif, paiement final, acquisition partielle le panier malin, cession par solde disponible, 14 250 890 € et 45 centimes d'euros. Je vis les pupilles de mon père se dilater jusqu'à devenir 2 trous noirs abyssaux. Il ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau, ressemblant à une carpore de l'eau cherchant de l'air. Son visage passa du rouge au gris cendré en une seconde, comme si tout son sang avait quitté sa tête pour aller ailleurs. C'est quoi cette blague? Hurla Sixtine en s'arrachant presque de sa chaise, renversant sa chaise vers l'arrière dans un fracas terrible. Elle courut pour saisir le téléphone des mains d'Amaury. Elle lut l'écran et poussa un cri strident, un cri d'animal blessé. 14 millions d'euros? Bertille. Tu as piraté une banque? C'est une fausse application pour faire croire que tu es riche, c'est ça? C'est un montage photo? Dis-le. Je me levai avec un calme olympien, un calme qui contrastait violemment avec leur hystérie. Je pris ma serviette, m'essuyai les lèvres soigneusement, la pliai et la posai sur la table. Je contournai la table lentement, mais pas résonnant sur le parquet. Je marchai vers Sixtine et lui retirai délicatement mon téléphone des mains, comme on reprend un jouet dangereux à un enfant. Attention, Sixtine, dis-je doucement, presque en chuchotant. Tu as du gras de canard sur les doigts. Ne salis pas mon outil de travail. C'est un outil précieux. Explique-toi, rugit ma mère en se levant si brusquement qu'elle renversa son verre de vin plein. Le liquide rouge sombre se répandit sur la nappe blanche immaculée comme une blessure ouverte, s'élargissant rapidement. Bertille. D'où vient cet argent? Tu te drogues? Tu vends de la drogue? Tu blanchis de l'argent sale pour la mafia? Parle, ou j'appelle la police immédiatement.
Je ne veux pas de scandale dans cette maison. Je regardais ces visages déformés par le choc, la suspicion, la peur et la jalousie. Ce moment valait toutes les années de solitude, toutes les années de moquerie, toutes les soirées passées seules à coder. Vous vous souvenez de l'application que Sixtine vient de porter au nu, demandai-je, ma voix stable, claire et forte. Celle dont papa a dit qu'elle ne pouvait être créée que par un génie américain ou une équipe internationale? Le panier malin, balbutia Sixtine, les yeux écarquillés. C'est moi, dis-je simplement. Je suis la fondatrice. Je suis le génie américain. J'ai écrit le code ligne par ligne, j'ai construit l'entreprise de zéro, j'ai négocié les contrats, et la semaine dernière, j'ai finalisé la vente de 49% de mes parts au groupe Carrefour. Ce que vous venez de voir, c'est le premier virement, net d'impôts. Un silence absolu, total, tomba sur la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler, ou le battement de mon propre cœur. Il me regardait comme si je venais de me transformer en extraterrestre, ou en monstre. L'image de la fille ratée, mal habillée, conduisant une épave, se désintégrait sous leurs yeux, partait en fumée, remplacée par celle d'une multimillionnaire qui se tenait droite, puissante, intouchable dans leur salle à manger. Amaury s'effondra sur sa chaise, se prenant la tête dans les mains, tirant sur ses cheveux gominés. Tu es la patronne de Panier Malin? Tu as 14 millions d'euros, et tu roules dans cette poubelle? Tu portes des fringues d'occasion? Tu es malade mental? Ça s'appelle la gestion de patrimoine, Amaury, et la discrétion, répondis-je, lui renvoyant son mépris en pleine figure comme un boomerang. Et cette poubelle ne me coûte pas 2000 euros de crédit par mois comme ta Tesla. Elle est à moi. Je suis libre. Le visage d'Amaury devint écarlate. J'avais touché un nerf sensible. Son secret était en danger. Il savait que je savais. Mais le plus écœurant était à venir. La métamorphose. Le bal des hypocrites. Ma mère, celle qui menaçait d'appeler la police 30 secondes plus tôt, celle qui me regardait avec dégoût, éclata soudain en sanglots. Elle se précipita vers moi, m'enveloppant dans une étreinte étouffante, parfumée et fausse. Oh ma chérie! Ma petite fille géniale, glapit-elle, ses larmes coulant abondamment sur mon pull bon marché, ruinant son maquillage. Je le savais. J'ai toujours dit à ton père que tu étais spécial. Tu vois, Rodolphe? Mon éducation stricte a payé. Je t'ai appris la valeur de l'argent, je t'ai appris à être dur, et regarde-toi maintenant. Tu es notre fierté. Je restais rigide comme un piquet, ses bras autour de moi me semblaient être ceux d'un boa constrictor prêt à m'étouffer pour mieux m'avaler. Maman, dis-je froidement, tu viens de m'accuser de voler du papier toilette il y a 10 minutes. Et tu as dit que tu avais honte de moi devant tes amis. Tu as la mémoire courte? Oh, des bêtises. C'était de l'humour, de l'agacement maternel. Elle s'écarta, s'essuya les yeux avec sa serviette tachée de vin et se tourna vers mon père, rayonnante. Rodolphe, tu entends? Notre fille est un génie. C'est tout mon côté de la famille, ça. Ma grand-mère était très économe aussi. Mon père, lui, avait retrouvé ses esprits de banquier. Il ajusta sa cravate, lissa sa veste, affichant ce sourire commercial, carnassier, qu'il réservait à ses clients les plus fortunés. Il s'approcha, posa une main lourde, possessive et paternelle sur mon épaule. Je te présente mes excuses si j'ai été dur par le passé, ma fille. Je voulais juste te pousser à l'excellence, te forger le caractère. Et tu as réussi, au-delà de nos espérances. 14 millions. C'est une somme sérieuse, très sérieuse. Mais écoute-moi bien, Bertille. Laisser ça sur un compte courant est une folie, un crime financier. L'inflation va te manger. Je vais t'aider. Je connais les meilleurs gestionnaires de patrimoine à Genève et au Luxembourg. Nous devons faire une réunion de famille dès demain matin, à la première heure, pour structurer ce capital, créer une holding familiale. Je reculai d'un pas, faisant tomber sa main de mon épaule comme on chasse un insecte. Structurer ce capital? Pas notre capital, papa. Mon capital. Mais nous sommes une famille, intervint tante Armelle, qui avait déjà attrapé la bouteille de champagne pour remplir mon verre à ras-bord, renversant de la mousse sur la table.
Bertille, ma nièce préférée. Tu sais, j'ai toujours cru en toi. Jean-Pierre a un projet fantastique d'énergie renouvelable. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce, un amorçage. 200 000 €, c'est une goutte d'eau pour toi maintenant, c'est de l'argent de poche. C'est le moment de montrer que tu as du cœur et que tu n'as pas oublié tes cousins. Sixtine avait déjà rouvert son téléphone, mais plus pour Instagram. Ses doigts volaient sur l'écran. Bertille. Il y a une villa à Cannes, sur la Croisette, une affaire en or, saisie judiciaire, 3 millions seulement. On pourrait l'acheter en commun, pour les vacances de toute la grande famille. Je peux m'occuper de la déco, j'ai un goût exquis, tu le sais. On pourrait y aller dès cet été. Je les regardais, tour à tour. Leurs visages avides, leurs sourires carnassiers, leurs yeux qui brillaient non pas d'amour, ni de fierté, mais de pure cupidité. Ils ne voyaient plus Bertille, la fille, la sœur, la nièce. Ils voyaient Bertille, le distributeur automatique de billets, la vache à lait, la solution à tous leurs problèmes de riches endettés. La nausée me monta à la gorge, acide et brûlante. Amaury, après le choc initial, semblait avoir retrouvé l'usage de la parole, mais son arrogance légendaire avait disparu, volatilisée, remplacée par une panique fébrile et pathétique. Il se leva, contourna la table en trébuchant presque, et vint vers moi. Il n'utilisa pas la flatterie mielleuse comme mes parents. Il choisit la voie du pathétique, de la victimisation. Bertille, sa voix tremblait, et je vis dans ses yeux une peur réelle, animale, celle d'une bête traquée. Petite sœur. Tu es riche. Tu es immensément riche. Tu dois m'aider. Je suis dans une merde noire. Je vais mourir. Quel genre de merde, Amaury, demandai-je froidement, même si je devinais déjà les contours sordides de son histoire. Amaury tomba à genoux. Littéralement. Sur le parquet ciré, devant tout le monde, devant le foie gras et le vin renversé, il s'agrippa au bas de mon pull en cachemire qu'il avait moqué une heure plus tôt. Je dois 2 millions d'euros à des gens pas recommandables. Des Russes. J'ai emprunté à des usuriers pour injecter dans mon projet métavers parce que les banques ne me suivaient plus, mais je me suis fait arnaquer par mon associé. Ils ont dit qu'ils viendraient s'en prendre à Sixtine et à moi si je ne payais pas la semaine prochaine. Ils savent où on habite. Tu as 14 millions. 2 millions, c'est rien pour toi. C'est une erreur d'arrondi. Sauve-moi. Je suis ton grand frère. Je t'ai protégé quand on était petit. Sixtine poussa un hurlement d'horreur, portant ses mains manucurées à sa bouche. Quoi? Tu as dit que c'était un prêt bancaire standard. Des usuriers russes? Amaury, tu es fou. Ils vont nous tuer. Pardon, cria Amaury, les larmes aux yeux, la mort au nez. Mais Bertille est là maintenant. C'est un miracle de Noël. Elle va nous sauver. Pas vrai Bertille? Tu ne laisseras pas ton frère se faire briser les jambes? Tu ne laisseras pas Sixtine devenir veuve? Mon père intervint, reprenant son ton autoritaire de patriarche, tentant de reprendre le contrôle de la situation qui lui échappait. Bien sûr qu'elle va aider. C'est une question d'honneur familial. On ne laisse pas tomber les siens. Bertille, sors ton chéquier. On règle ça ce soir, on fait le virement, et ensuite on parlera de comment tu as caché tout cet argent à ta propre famille, ce qui est une trahison en soi. Mais d'abord, sauvons l'honneur des Thompson. Sortir mon chéquier? Je laissai échapper un rire. Un rire sec, sans joie, métallique, qui claqua comme un coup de fouet dans la pièce silencieuse. Vous pensez vraiment que je vais sortir mon chéquier? Là, maintenant? Pourquoi tu ris? S'indigna ma mère, choquée par mon attitude. Ton frère est en danger de mort. C'est ton sang. Je repoussai brutalement les mains moites d'Amaury de mes vêtements. Je reculai de 2 pas pour les avoir tous dans mon champ de vision, comme un dompteur face à des fauves. Je sentais une énergie nouvelle circuler dans mes veines, une puissance froide et implacable que je n'avais jamais autorisée à sortir. Je ris de votre audace, dis-je, ma voix montant d'un cran, résonnant contre les murs de pierre. Je ris de votre incroyable hypocrisie. Vous pensez que je suis économe, que je vis dans mon petit appartement et que je conduis ma vieille voiture parce que je suis pauvre? Parce que je suis une ratée? Non.
Je vis comme ça parce que je refuse de participer à votre cirque. J'ai économisé chaque centime, j'ai investi en moi, dans mon cerveau, dans mon travail, pendant que vous jetiez l'argent par les fenêtres pour acheter l'admiration de voisins qui vous détestent et se moquent de vous dès que vous avez le dos tourné. Je pointai un doigt accusateur vers Amaury, toujours à genoux, pitoyable. Toi. Tu t'es moqué de ma voiture il y a 1 heure. Tu m'as traité de raté, de radine. Et maintenant, tu veux utiliser l'argent de cette ratée pour payer tes erreurs criminelles? Pour sauver ta peau parce que tu as voulu jouer au grand seigneur avec de l'argent que tu n'avais pas? Non, Amaury. C'est fini. Assume. Je me tournai vers ma mère, qui me regardait avec horreur. Maman. Tu as dit que tu avais honte de moi. Que tu changeais de sujet quand tes amis parlaient de leurs enfants. Tu as dit que je te faisais honte. Maintenant, tu veux mon argent pourquoi? Pour te pavaner au club? Pour acheter une autre rivière de diamants et faire semblant d'être riche? Jamais. Pas un centime. Je fixai mon père droit dans les yeux, soutenant son regard furieux. Et toi, papa? Toi qui parles toujours d'investissement intelligent, de vision. Mon investissement le plus intelligent, c'est de ne jamais te laisser gérer un seul centime de ma fortune. Parce que tu n'es pas un investisseur, tu es un flambeur qui a peur de vieillir et de perdre son statut social. Tu as ruiné cette famille avec tes crédits revolving pour payer cette maison trop grande. Je ne serai pas ta bouée de sauvetage. Comment oses-tu? Mon père devint pourpre, les veines de son cou saillantes, au bord de l'apoplexie. Je suis ton père. Je t'ai nourri, logé. Cet argent appartient à la famille. J'ai des droits moraux et légaux. Tu n'as aucun droit, hurlai-je, libérant 30 ans de frustration, de colère refoulée et de tristesse. Cet argent, c'est ma liberté. C'est mes nuits blanches. C'est mes sacrifices. Vous ne m'aimez pas. Vous n'avez jamais aimé Bertille. Vous aimez l'image de la famille parfaite. Eh bien, ce soir, le miroir est brisé. Regardez-vous. Vous êtes pathétique. Amaury se releva d'un bond, le visage déformé par la rage, la peur et le désespoir. Il se jeta vers moi comme un animal blessé. Salope! Tu vas me donner cet argent. Je ne vais pas crever tout seul à cause de ton égoïsme. Signe ce putain de chèque ou je te tue. Il leva la main pour m'agripper à la gorge, les yeux exorbités. Mais j'étais prête. Je sortis mon téléphone et le levai bien haut, l'écran tourné vers lui. Stop. J'ai appelé ma sécurité privée il y a 5 minutes, quand tu as commencé à pleurnicher à mes pieds, dis-je calmement, d'une voix glaciale. Ils sont devant le portail. Et ceci? Je tapotai l'écran. C'est un enregistrement en direct sur mon cloud sécurisé. Touche-moi, Amaury, ne serait-ce que du bout du doigt, et j'envoie ça à la police, et peut-être même à tes créanciers russes pour leur dire où tu te caches exactement. Je leur enverrai ta géolocalisation. Amaury se figea, le bras en l'air, tremblant de rage impuissante. Il regarda vers la fenêtre du salon. À travers les rideaux de velours, les phares puissants d'un véhicule illuminaient l'allée de gravier, balayant la façade de la maison. Sécurité, privée, balbutia Sixtine, s'affaissant sur sa chaise. Tu as des gardes du corps? Comme une star? Quand on a 14 millions d'euros et une famille toxique comme la vôtre, répondis-je avec un sourire glacé, on apprend à se protéger des parasites. Même quand ils portent le même nom de famille. Je me penchai lentement et ramassai mon panier en osier, celui contenant les confitures d'orange amère et l'écharpe en laine mérinos méprisée. Je n'allais rien leur laisser. Pas même une miette de pain d'épices. Ils ne méritaient pas la douceur de mon travail, ni la chaleur de ma laine. Bertille, je t'en supplie, ma mère commença à pleurer, s'effondrant sur le tapis persan, mais cette fois, c'étaient les larmes de la terreur pure face à la pauvreté qui menaçait son fils doré et sa propre retraite dorée. Ne pars pas. On peut discuter. On va s'arranger. Je t'aime, ma chérie. On t'aime tous. Tu es ma fille. Tes « je t'aime » ont un prix que je ne suis plus disposée à payer, maman, dis-je en la regardant de haut. Tu as 20 ans de retard. Garde tes larmes pour la banque quand ils viendront saisir la maison.
Je tournai les talons et sortis de la salle à manger sans un regard en arrière. Je traversai ce long couloir froid aux murs couverts de portraits d'ancêtres qui semblaient me juger, mes talons claquant sur le marbre comme le compte à rebours de leur déchéance. Derrière moi, j'entendais les cris hystériques d'Amaury qui cassaient de la vaisselle et les sanglots désespérés de Sixtine. J'atteignis la lourde porte en chêne. Je posai la main sur la poignée en laiton froid. Je l'ouvris en grand. Le vent glacial de la nuit de Noël me fouetta le visage, apportant avec lui des flocons de neige, mais pour la première fois de ma vie, je ne ressentis pas le froid. Je ressentis une chaleur intense, celle de la victoire, celle de la justice. Je sortis sur le perron. Une Mercedes classe G noire, blindée, aux vitres teintées, m'attendait, moteur ronronnant comme une bête prête à bondir. Un homme imposant en costume noir, oreillettes discrètes, sortit et m'ouvrit la portière arrière avec respect. C'était Pierre, mon chauffeur et garde du corps, un ancien légionnaire que j'avais engagé la semaine précédente en prévision de ce moment exact. « Tout va bien, mademoiselle Bertille ?» demanda-t-il en voyant mon visage fermé mais serein. « Jamais été aussi bien, Pierre, répondis-je. Je lui tendis le panier en osier. « Tenez, pour vos enfants. C'est de la confiture maison et des gâteaux. Joyeux Noël à votre famille. » Il sourit, un vrai sourire chaleureux. « Merci, mademoiselle. Ils vont adorer. » Je jetai un dernier regard vers la maison, vers ce château de mensonges. À travers la fenêtre illuminée de la salle à manger, je vis mon père s'effondrer sur une chaise, se tenant la poitrine, tandis que ma mère et Sixtine se hurlaient dessus au milieu des débris de vaisselle. Le vernis avait craqué. La pourriture était exposée à la vue de tous. Je montai dans la voiture, sur le siège en cuir souple et chaud. Je tirai la portière. Clam. Le bruit de la porte se refermant fut le son le plus satisfaisant, le plus musical de toute mon existence. C'était le bruit d'une guillotine coupant les liens toxiques. C'était le son d'un coffre-fort qui se verrouille. C'était le son de ma liberté. « On y va, Pierre, dis-je. Emmenez-moi loin d'ici. » La voiture s'éloigna silencieusement sur le gravier, laissant derrière elle la villa des Faux-Semblants et ma vieille Peugeot 206 abandonnée dans les buissons, un dernier cadeau ironique, une épave pour une famille en ruine. 3 mois ont passé depuis cette nuit de Noël apocalyptique. Je vous écris depuis la terrasse de ma petite ferme rénovée en Provence, au milieu des oliviers et des champs de lavande. Le soleil printanier chauffe doucement mon visage. L'air est pur. C'est calme. C'est réel. J'ai appris par des connaissances communes que le château de cartes s'est effondré plus vite que je ne l'avais imaginé. Amaury a dû vendre son appartement parisien, sa Tesla, et toutes ses montres de collection pour payer une partie de sa dette aux usuriers, évitant de justesse des représailles physiques. Il est ruiné, brisé. Sixtine l'a quitté dès que le dernier euro a disparu du compte commun et est retourné vivre chez ses parents en province. Mes parents ont dû mettre la villa de Saint-Germain-en-Laye en vente précipitamment pour couvrir le reste des dettes d'Amaury et éviter la prison à leur enfant prodige. Ils ont vendu à perte. Ils vivent maintenant dans un petit 2 pièces en location dans une banlieue lointaine et grise. Leur cercle d'amis mondains s'est volatilisé en même temps que leur fortune. Ils essaient toujours de me contacter. Des lettres larmoyantes, des mails de culpabilisation, des appels d'avocats véreux plaidant l'obligation alimentaire. Mais j'ai les meilleurs avocats de Paris pour me protéger. Et surtout, j'ai ma conscience tranquille. Je continue de vivre simplement. Je conduis une voiture électrique modeste. Je porte toujours mes pulls confortables en cachemire d'occasion. Mais je n'ai plus peur. Je n'ai plus honte. Ils m'appelaient la radine. Ils avaient raison. Je suis devenue radine. Je suis avare de mon temps, avare de mon énergie et avare de mon amour envers ceux qui ne cherchent qu'à me détruire et à m'exploiter. Et grâce à cette radinerie, j'ai acheté la chose la plus précieuse, la plus inestimable au monde, la paix. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est ainsi que j'ai claqué la porte au nez de ma famille et gardé mes 14 millions, mais surtout, ma dignité. Maintenant, je me tourne vers vous, mes chers auditeurs. Pensez-vous que j'ai été trop cruel ? Est-ce que le lien du sang justifie de supporter l'abus et l'humiliation jusqu'à la fin ? Ou ai-je eu raison de couper le cordon brutalement pour sauver ma peau ?
J'attends vos avis sincères et vos propres expériences dans les commentaires. Je les lirai tous. Si cette histoire de karma instantané et de justice vous a plu, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » sur la vidéo, c'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines histoires de vengeance et de justice. Prenez soin de vous, protégez votre cœur, et n'oubliez jamais, votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de la marque de votre voiture. Au revoir.